Depuis le 3 août, il est interdit aux médias aussi bien publics que privés de couvrir ce qu'on appelle une campagne déguisée. Il en sera ainsi jusqu'au 31 octobre 2020. C'est un règlement du Conseil supérieur de la communication qui dit appliquer l'article 68 bis de la loi électorale votée par le CNT en avril 2015. Les médias doivent s'abstenir de tout soutien à un candidat, parti ou regroupement d'indépendants ou de plusieurs activités qui les mettent en lumière. Depuis donc, la polémique enfle sur l'opportunité ou même sur l'interprétation de cette loi de 2015. Donc, pour certains, le CSC, le Conseil supérieur de la communication, donc, a pris le contre-pied de la loi dans son règlement en créant quelque part le déséquilibre au lieu de l'équilibre recherché. C'est donc le sujet de controverse aujourd'hui. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Et pour en parler, donc, c'est très simple, c'est un controverse spécial, on va le dire, parce que c'est enregistré. On a l'habitude de faire nos émissions en direct, mais le programme de vacances faisant, on n'a pas de créneau pour pouvoir faire le direct. On va donc aujourd'hui exceptionnellement enregistrer, mais ça n'enlève en rien la qualité du débat que nous allons vous proposer ce soir. Nous aurons comme invité Madame Séraphine Yameogo, elle est conseillère au Conseil supérieur de la communication. Avec nous ce soir, Monsieur Brahima Ouedraogo, directeur de publication du bimensuel Le Reporter, mais surtout président de la Société des éditeurs de presse. Avec nous aussi, M. Wilfried Zundi, ancien député du CNT, Conseil national donc, de la transition et rapporteur, c'est très important, c'est pourquoi il est là ce soir, donc, pendant donc, le vote de cette loi qui est soumise à débat aujourd'hui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Que de débats, que de polémiques, on va dire, autour de ce règlement qui a été communiqué le 29 juillet dernier. Et jusque-là, on se pose encore la question de savoir qu'est-ce qui est interdit. Mais la question que je vais vous poser, Madame Yameogo, est-ce que vous êtes dans votre rôle? Est-ce que c'était à vous de prendre un règlement alors que c'est une loi connue de tous, que chacun peut interpréter et appliquer? Alors, merci beaucoup, Monsieur Gongo, pour cette opportunité que je vous offre au Conseil supérieur de la communication de revenir sur cette décision qui, j'en conviens, peut-être mal comprise par l'opinion nationale et surtout par les médias sur lesquels elle a appelé à s'appliquer. Donc, ce que je peux dire déjà pour répondre à votre question, c'est de dire que le CSC est effectivement dans son rôle donc, de réglementer tant que la loi lui confère donc cette prérogative. Et véritablement, il faut rechercher les sources donc de la compétence du CSC dans sa loi organique qui lui permet donc de prendre des avis, des recommandations, des décisions qui sont en général publiées au journal officiel pour toutes les fois où la loi lui confère donc la compétence donc de réguler, de réglementer une question spécifique de notre législation. Brahima Ouedraogo, vous allez lui répondre que les médias sont dirigés par des adultes quand même qui connaissent cette loi. Pourquoi un règlement pour justement amener les médias à s'y conformer? Dès qu'on a vu la décision, on s'est posé la question, est-ce qu'il était effectivement du rôle du CSC effectivement de sortir cette décision pour interpréter une décision parce qu'on a une loi, parce qu'on a comme l'impression effectivement que le CSC a interprété la loi et a proposé les conditions de son application aux médias. Maintenant, le problème, c'est-à-dire que le CSC impose sa compréhension de la loi aux autres. Et là, le débat qu'on a aujourd'hui déjà, au-delà de toutes les conséquences que effectivement on peut avoir par rapport à l'application même de cette disposition de la loi et mieux de la décision du CSC, on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une posture où le CSC crée une situation où il ne pourra pas effectivement assumer l'application réelle sur le terrain? Parce qu'en s'engageant dans ce sens-là, le CSC ne se donne plus le moyen de pouvoir vérifier effectivement quels médias a respecté ou n'a pas respecté la loi. On aurait compris cette régulation a posteriori comme
l'effet d'habitude par rapport à l'application de cette loi. Et en tant que média, on aurait effectivement, nous, à notre niveau, chacun en fonction de sa compréhension des choses, et puis aussi en fonction de notre éthique et de notre déontologie, en ne perdant pas de vue notre responsabilité aussi dans un processus qui est le processus électoral que nous avons, on allait effectivement faire en sorte que chacun puisse se donner les moyens de respecter cette disposition de la loi. Maintenant, la décision du CSE sonne comme effectivement, ça peut être un rappel, mais là où ça pose problème, est-ce que le CSE n'est pas allé au-delà de ce que prévoit la loi? C'est là tout le problème de l'interprétation, parce qu'on a une décision pour nous encadrer par rapport à un principe de droit, on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas allé plus loin dans l'interprétation de la loi et dans les restrictions? D'abord, elle va nous parler de ce qui est prévu dans la loi, du contenu. Après, M. Zoundi, qui est là, va nous dire exactement c'est à quoi ils ont pensé en adoptant cette loi-là. D'abord, si vous avez une réponse à... Alors oui, justement, l'opportunité de cette décision, pour nous, elle s'impose à plusieurs titres. Est-ce que là, ce n'est pas une régulation beaucoup plus a priori qu'à posteriori, ce que vous avez l'habitude de faire? Naturellement, je répondrai par non, parce que quoi qu'on dise, en rentrant dans le contenu de la décision, on se rend compte que le CSE s'est contenté de donner un contenu à un concept que le législateur, en le nommant campagne électorale déguisée, n'a pas pris le soin donc de définir. Alors, Bouraima Ouédraogo le disait tout à l'heure, que le CSE aurait pu laisser l'opportunité à tous les médias d'interpréter cette loi selon son propre entendement. Et c'est justement pour éviter cette interprétation divergente donc, de cette loi-là, et tout en restant dans son rôle de régulateur, qui est appelé à veiller donc, à l'application de cette loi. Parce que ce qu'il faut qu'on note, c'est que l'article 68, donc, qui est ici en cause, et sur la base donc, duquel le CSE a pris cette décision, dit expressément que le Conseil supérieur de la communication est le garant donc de l'application de cette interdiction de mener une campagne déguisée 90 jours avant l'ouverture officielle de la campagne. Mais pour en revenir à votre question, je disais que la décision elle était importante à plus d'un titre. D'abord, il fallait déjà que le Conseil supérieur de la communication délimite, d'abord en interpellant les médias par rapport donc, à l'existence de cette disposition législative, disent clairement les délais courts à compter de quand et ce délai finit à partir de quelle date. Donc il y a d'abord cette première plus-value que la décision permet donc de donner aux médias. Là, le décompte, il est clair. Deuxièmement, maintenant, il donne les grandes lignes de ce que l'institution a trouvé comme élément probant dans les grandes lignes, parce que quoi qu'on dise, toute réglementation, elle est de portée générale et impersonnelle. On ne peut pas édicter dans les moindres détails tout ce qui est interdit, tout ce qui est permis. Mais ça donne une idée d'ensemble donc des actions qui sont permises pendant cette période de 90 jours précédant la campagne, l'ouverture officielle de la campagne, et ça donne aussi expressément des exemples, des illustrations, parce qu'on ne peut pas tout citer, comme je le disais, de façon générale. Tout règlement doit être impersonnel et général, et de portée générale. Voilà. Sur justement le rôle du CSE, tel que vous l'aviez inscrit dans cette loi, est-ce que c'était que le CSE prenne une décision ou un règlement comme ça et puis dise, voilà, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire? Avant le contenu. En guise de prérequis, il est important de rappeler deux choses. Parce que souvent, j'attends dans l'opinion publique encore le CNT. Le Conseil national de la transition n'était pas une organisation politique extra-sociétale ni extra-politique. Il y avait 30 membres qui représentaient le CFOP, l'ex-opposition au sein du Conseil national de la transition. Il y avait également 25 représentants de la société civile, dont moi-même, je suis représentant. Il y avait également 25 représentants de FDS. Il y avait 10 de l'ex-majorité, à savoir CDP, ADF, EDA et Alliés. C'est important de le préciser. Deuxièmement, sachez qu'en matière de légistique, le processus d'adoption d'une loi passe par des étapes.
Il y a d'abord ce qu'on appelle le comité technique de vérification des avant-projets de loi, où il y a des éminents juristes qui examinent la loi, qui l'évaluent, on le transmet au gouvernement. En ce moment, c'est le gouvernement de la transition. Et il y avait également d'éminents juristes, avocats au sein du gouvernement, magistrats au sein du gouvernement. Il y avait même un ancien titulaire en droit au sein du gouvernement. Donc, ce n'est pas la crème qui ne manquait pas. Ce gouvernement l'examine. Maintenant, adopte le projet, le transmet à l'Assemblée nationale. Ça passe à la commission des lois, où également des parties prenantes qui sont concernées sont conviées pour venir encore discuter de la loi avant que ça parte en plénière pour être adopté. Et puis après l'adoption en plénière, il y a ce qu'on appelle le contrôle a priori. Ça veut dire dans la pratique, c'est le règlement et la loi organique qui doivent être examinés d'abord par le Conseil constitutionnel avant que ça puisse entrer en vigueur, avant que le président de façon promulgue la loi. Mais dans la pratique, toute la loi ordinaire passe pas devant le Conseil constitutionnel qui fait ce qu'on appelle un contrôle a priori. Et il y a eu des cas où des lois ont été retoquées. Donc vous voyez qu'il y a au moins 5 étapes. Et cette expression a échappé. À 5 étapes, la loi a été adoptée. La loi a été adoptée. Maintenant, est-ce que l'interprétation faite par le CSC... Pas d'abord l'interprétation, le rôle que vous conférez au CSC. Le rôle est défini par la loi organique, la loi 15 de 2013 qui régit le Conseil supérieur de la communication. Mais elle dit que sur cette loi, de façon spécifique, vous avez impliqué le CSC. Ah oui, c'est vrai qu'au niveau de la loi 68, on dit que c'est le Conseil supérieur de la communication qui est chargé de respecter le respect de la campagne déguisée et que toute personne qui se sentirait lésée pourrait la saisir le cas échéant. Oui, d'accord. Alors, Madame Yameogo, sur le contenu. Aujourd'hui, la question que tous les médias, et pas les médias seulement, les partis politiques, même les téléspectateurs, auditeurs ou lecteurs se posent, c'est qu'est-ce qui interdit de ce qui ne l'est pas vraiment? Alors, pour répondre à votre question, je dirais que ce qui est interdit, pendant ces 90 jours que le Conseil supérieur de la communication a pris le soin donc, de préciser à l'attention donc, des médias, ce qui est interdit, c'est toute activité qui vise à faire la propagande d'un candidat, d'une formation politique, d'un groupe de partis politiques avant la campagne officielle, l'ouverture officielle de la campagne. Donc toute activité qui véritablement va revêtir comme élément caractéristique la propagande électoraliste avant l'heure, ce sont ces activités qui sont interdites. Donc ce n'est pas l'activité politique de façon générale que le CSC demande aux médias de ne pas couvrir, mais toutes les fois où, en couvrant une activité politique, un débat politique, en couvrant donc des réalités de notre société, on se retrouve en face donc avec un élément prédominant qui est donc la propagande électoraliste avant l'heure, c'est ce qui est interdit. Et le Conseil supérieur de la communication a pris soin donc d'édicter quelques exemples pour aider à la meilleure compréhension donc, de cette loi et de cette disposition. Alors, on peut citer quelques exemples. Alors, quand on dit par exemple la publication et la diffusion d'émissions, de films, de discours, de sketchs, de chansons, d'articles ou d'archives ou non, mettant en scène un candidat ou un parti politique. Et il s'agit également des activités au cours desquelles les organisateurs, les personnalités politiques ou non, font des dons, inaugurent des édifices ou des ouvrages au bénéfice des populations, parrainent ou participent à des cérémonies, à des événements coutumiers, religieux, culturels, sportifs, commerciaux ou à toute autre activité susceptible de soutenir un candidat. Donc le point commun donc, de ce qui est interdit, c'est véritablement mettre la promotion d'un candidat au détriment des autres. D'accord. Wilfried Zondi d'abord, avant que Brahima ne réagisse. Est-ce que c'était l'esprit que... Non, je laisse vraiment réagir à vif parce que c'est lui qui est le premier concerné. En tant que média, Brahima Ouedraogo, tout ce qu'elle dit, est-ce que c'est faisable? C'est aussi facile que ça? C'est faisable, je dirais oui. Mais est-ce que c'est ce qui est recommandé pour les médias? Je pense que non. Parce qu'en fait, quand vous mettez dans cette période préélectorale, la matière première pour les médias, c'est tout ce qui touche au processus électoral. Et quand vous leur enlevez cette possibilité, effectivement, de pouvoir
suivre les acteurs politiques et de vérifier et de donner l'information sur ce que peut faire chaque acteur politique. Parce qu'en fait, on se trompe en croyant qu'il faut attendre la campagne pour le faire. La campagne, c'est 21 jours. Et vous avez tous les partis politiques, même ceux qui ne font rien, qui peuvent se débrouiller pour mener des activités pendant 21 jours. Mais les vrais partis politiques doivent se donner plutôt du temps à proposer des choses aux Burkinabés, partout où ils se trouvent. Et ça aussi, que les autres qui ne se font pas là où se déroulent les événements puissent savoir ce qui est en train de se faire. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le processus électoral, que les médias puissent contribuer à faire en sorte que les citoyens choisissent en connaissance de cause. Or, les 21 jours, il y a tout un ensemble d'événements qui se succèdent qui font qu'on n'arrive même plus à trier le bon gré de livret. Or, si c'est dans une période plus... C'est pas pour rien que dans les grandes démocraties, la campagne, en fait, cette période pré-campagne-là est plus importante. Parce que c'est la période où les vrais candidats arrivent à se détacher, à mobiliser l'opinion. Et c'est comme ça qu'on commence à construire les sondages. Et on sait qui a pris de l'avance par rapport à ce qu'il propose par rapport aux autres. Mais ici, si on nous dit il faut attendre pendant la campagne électorale, ça pose véritablement un problème par rapport à notre démocratie, mais par rapport au rôle du CSC si la loi le prévoit. Est-ce que, c'est là toute la question, est-ce que la loi dit que c'est ce qu'il faut faire? La campagne déguisée, on pose la question là c'est là où il faut qu'on nous dise effectivement, la campagne déguisée là, peut-être qu'il a dit il y a quelque chose qui est passé à plusieurs filtres. Mais ce n'est pas pour autant aujourd'hui qu'on ne doit pas en tirer les conséquences. Parce que la vérité, c'est que c'est la première fois qu'on l'applique. En 2015, il n'y a pas eu véritablement l'application de cette disposition-là. Donc aujourd'hui, comme c'est un début, on se rend compte effectivement qu'il y a quelque chose... Voilà. Il n'y avait pas non plus ce concept pouvoir opposition, parce que tout le monde partait déjà sur le pied d'égalité. Non seulement il n'y avait pas ça, mais comme on ne l'avait pas appliqué, à l'application, on se rend très vite compte de la réalité des choses, qu'il y a quelque chose qu'on s'est imposé et qui mérite effectivement débat. Ce n'est pas parce qu'on a laissé passer la loi aujourd'hui qu'il n'est pas pour nous nécessaire de faire le débat pour voir dans quelle mesure on en tire toutes les conséquences. En tout cas, déjà, au-delà du CSC, il y a la question même de l'opportunité de la loi aujourd'hui qui est posée. L'opportunité de la loi, justement, c'est à Wilfried Ndondi, qui était rapporteur. C'est vous qui aviez voté cette loi. Tout à fait. Quelle est l'opportunité? Et puis, telle que interprétée aujourd'hui par le CSC, est-ce que c'était l'esprit que vous aviez donné à cette loi? D'accord. Il faut dire qu'il y a une maxime en droit qui dit, latine, interpretatio cessat in claris. Quand le texte est clair, nul besoin de l'interpréter. Et si le CSC est amené à l'interpréter, nous allons revenir plus tard sur l'interprétation, c'est parce qu'à quelque part, le texte manque de clarté. Et le défaut de clarté, je le concède, n'est pas seulement l'apanage des lois. Rappelez-vous, même notre constitution de 2 juin 1991 ou 11 juin pour les puristes en droit avait posé des infractions atteintant à la Constitution, aux trahisons, qui ne voulaient absolument rien dire. Et vous en convenez avec moi qu'au sein de cette commission qui a mis en place cette constitution du 2 juin, il y avait les sommités de droit de ce pays dans cette commission constitutionnelle. Absolument. Donc, c'est à l'épreuve de la pratique que l'on se rend compte de l'écueil, des difficultés d'application de la loi, on tire des leçons. Donc, c'est l'application qui permet au test de se corriger et de se bonifier. Cela dit, est-ce que l'interprétation faite par le Conseil supérieur de la communication est conforme à l'esprit du législateur? Cette notion de campagne déguisée, il faut se référer à l'histoire, n'a pas été créée ex nihilo par le Conseil national de la transition. C'est une forte revendication depuis 1999, d'abord par le Collège des sages. J'ai le rapport ici, qui parlait comme recommandation de remettre en œuvre la neutralité politique de l'administration, de l'armée et de la justice. L'administration ne peut pas se dissocier à l'État. Parce que l'administration, c'est la fonction de l'État sous l'autorité du gouvernement qu'il s'agit d'exécuter des lois et assurer le fonctionnement continu des services publics. Également, en 2011, j'avais la coalition des OSC qui a fait des propositions de réforme du code électoral, qui a évoqué comme recommandation interdire toute médiatisation des opérations d'inauguration de pose de première PR 3 mois avant une consultation électorale. Ensuite, en 2015, il y a la commission des réformes, qui était également présidée par un éminent avocat que vous connaissez bien, qui a également fait une recommandation dans ce sens. Interdire de toute couverture médiatique tout ce qui peut être interprété comme une campagne électorale déguisée. Donc, à travers cela,
on comprend bien que lorsqu'on se réfère à la proposition faite en 2011 par la coalition des OSC, on parle de toute médiatisation. Mais maintenant, là où le bas blesse, là où le hic, est-ce que l'interprétation faite par le Conseil supérieur de la communication est conforme à l'esprit? C'est là la question. Le CSC est dans son rôle d'interpréter. Mais également, je suis étonné de voir que les acteurs respectent, s'indignent. Or, la loi les donne des outils. Vous savez, c'est le contentieux qui permet au droit, aux juges, de prendre une décision. Oui, mais faut-il savoir déjà quel est l'esprit avant de pouvoir attaquer? Puisque là, on ne sait pas quel est l'esprit. D'accord. L'esprit, je dis bien, toute médiatisation. Oui. Cela dit, parler le CSC dans son rôle. Maintenant, je dis, si une loi cause problème, le Conseil constitutionnel est garant des libertés individuelles et collectives. Le Conseil constitutionnel est l'organe chargé de la gestion des élections et du contentieux et du contrôle de la conformité des lois à la Constitution. Si une loi cause problème, l'article 157 dit qu'il faut saisir le Conseil constitutionnel directement, tout citoyen, pour qu'il apprécie la conformité d'une loi à la Constitution. Outre cela, même le règlement du Conseil supérieur de la communication peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, le Conseil d'État. Mais la voie qui est privilégiée, c'est la voie du Conseil constitutionnel. Parce que là, au moins, on donne au juge constitutionnel un délai de 30 jours maximum pour statuer. Parce que le problème, c'est quoi? Comment dissocier une personnalité responsable d'une institution ou même d'un gouvernement par rapport à l'action politique qu'elle mène et de son intérêt personnel ou l'intérêt public? Voici la véritable question. Brahim Ouedraogo, justement, va réagir parce que quand vous êtes reporter sur le terrain, à quel moment vous vous dites ici, c'est le ministre qui agit ou c'est le candidat ou bien le président du FASO qui est en même temps candidat à sa propre succession? Au niveau de cette activité, c'est le président en exercice qui parle et de l'autre côté, c'est le candidat. Oui, c'est là toute la question. D'autant plus que l'acteur politique lui-même peut choisir les événements, peut créer les événements dans le timing qui lui permet effectivement d'avoir une longueur d'avance par rapport aux autres. Parce qu'il en a la possibilité, la loi lui donne la possibilité, ou du moins, en tout cas, ce qui est donné aujourd'hui lui permet, ce qui est donné comme règlement du CSC lui permet effectivement de le faire. Moi, je suis ministre aujourd'hui, je suis candidat effectivement dans ma province, il y a une inauguration. Ceux qui viennent, ça dit au cours de la cérémonie, il y a effectivement que j'inaugure. Mais en rendant compte effectivement d'un tel événement, est-ce qu'effectivement on ne fait pas plus ou moins en tout cas une publicité, en tout cas on ne fait pas une propagande, pas du ministre mais du politique candidat? Parce que là aussi, c'est là toute la difficulté. Parce que quand on fait, effectivement, on fait la séparation des choses. C'est pour ça, d'ailleurs, si on va se référer à ce que M. Zoundi dit, là, on est effectivement en plein dans les questions d'équité pour tous. Donc, ça veut dire toute médiatisation, y compris pour ceux qui sont en fonction, qui occupent une fonction politique au moment des faits. Là, effectivement, on se retrouve dans une situation où la loi est égale pour tous. Mais là, on a comme l'impression qu'on peut le faire, d'autant plus même que quand les reporters est sur le terrain, et quand il couvre l'événement, c'est surtout l'événement qui est fait qui l'intéresse. Mais si l'autre se sert de l'événement pour faire sa propagande, qu'est-ce que les reporters peuvent faire? Sauf à décider effectivement de ne pas le couvrir. Alors que si le monsieur il est ministre, en fait, quand tu le fais, c'est comme si effectivement tu as décidé de toi-même de ne pas le faire. Sinon, ce n'est pas parce qu'effectivement il y a quelque chose qui t'interdit de le faire. Surtout qu'il a le droit, selon vous, Madame Yamdogo, voilà, de pouvoir agir en tant que ministre. Oui, tout ce qui rentre dans le cadre strict donc, des activités d'une personnalité, fut-elle politique, ministre et tout ce qui rentre dans le cadre normal de son travail au quotidien, il peut bénéficier toujours de la couverture. Ça, c'est pas la décision du CSC qui va lui enlever cette possibilité-là de continuer son travail au quotidien. Même quand Ça, c'est au regard du principe général même de la continuité de l'État. La continuité de l'État suppose donc que, même malgré ces 90 jours que le législateur a voulu, pour éviter donc que des candidats puissent avoir une longueur d'avance sur les autres par rapport donc au scrutin à venir, l'État doit continuer à fonctionner normalement. Vraiment. Et naturellement, dans la pratique,
Lorsqu'on se retrouve face à une situation où il y a une confusion de rôle et qu'on se retrouve face à une situation où l'activité d'un ministre, voilà, d'une personnalité politique, l'activité ordinaire de son département se retrouve revêtir les caractéristiques de la propagande, je me dis que ça, c'est le reporter qui est sur le terrain, qui va analyser dans le traitement de l'information, voir ce qui peut passer ou ce qui ne peut pas passer. Toujours est-il que ici, le CSC se réserve donc de dire en amont tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on ne peut pas faire. Oui. Je suis d'accord avec vous, madame. Mais quand vous prenez, on est en matière électorale, pour un parti au pouvoir, son meilleur avocat, ce sont ses réalisations, c'est son acquis. Or, s'il a la possibilité de présenter ses acquis, il n'y a pas de meilleure campagne déguisée que ça. C'est ça le problème, quand on permet à ceux qui sont au pouvoir de pouvoir effectivement utiliser leur position pour rendre compte de ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, à un moment donné, rentre dans le cadre d'un programme d'un candidat d'un parti politique et d'un candidat qui plus, et d'un président qui plus est candidat à sa propre succession. Donc là, ça pose véritablement le problème. Quand on a, par exemple, en 2015, où on avait un gouvernement qui était totalement neutre ou qui n'était pas candidat, on peut effectivement être dans cette posture. Mais à partir du moment où on a un parti au pouvoir qui a des candidats sur l'ensemble des 45 circonscriptions électorales et les 46 circonscriptions électorales au niveau législatif, et un candidat à la présidentielle, le meilleur avocat que ce parti au pouvoir peut avoir, c'est ce qu'il présente comme acquis. Or, en fait, aujourd'hui, on voit des reportages où ils montrent ce qu'ils sont en train de réaliser. On a vu sur des chaînes de télé où il y a des reportages sur les réalisations du président, ou en tout cas on a dit le Burkina avance, où on montre un certain nombre de réalisations, et on montre caravane du PNDS, ainsi de suite. Un ministre de la Justice qui parle des réalisations d'infrastructures scolaires et autres sur une chaîne de télé, ce n'est pas dans ses fonctions. Donc, là, il y a une ouverture qui permet effectivement aux politiques de s'engouffrer dans une brèche pour avoir une longueur d'avance sur les opposants. Et elle vous répond. Ici, je dirais tout simplement que si d'aventure, ce que vous dites, c'est-à-dire utiliser sa posture actuelle de responsable d'un ministère, premier responsable d'un ministère, pour permettre de se faire valoir auprès des populations en vue donc de déterminer leur voie pour le scrutin à venir. C'est l'élément essentiel qui transparaît sur les médias, c'est l'élément essentiel qui est donné à voir et que vous couvrez. Le Conseil supérieur de la communication est dans son rôle en ce moment d'interpeller le média. Parce que ici, il y a par exemple une caravane de presse qui est d'interpeller le média. Actuellement, avant que vous ne poursuiviez, il y a une caravane qui existe actuellement sur les acquis du PNDS qui va courir jusqu'au 3 octobre. On parle de caravane de presse où tous les journalistes sont invités. On expose publiquement les acquis du PNDS et qui a été réalisé. Pendant près de 2 mois, ça va se passer, les médias vont couvrir. Est-ce qu'au Conseil supérieur de la communication, à ce moment-là, vous vous dites, attention, ici nous sommes forcément, puisqu'il s'agit d'organisation de la société civile, dans une campagne d'exposition de résultats d'un candidat, ou bien les gens sont dans leur rôle? Alors ici, je ne peux pas, a priori, je n'ai pas encore visualisé... En tout cas, le lancement a eu lieu hier. Tout ce dont vous parlez. Vous pourrez voir... Mais ce que je sais, c'est que nos services techniques, avec l'outil que nous avons, l'outil de surveillance, donc... de ce que couvrent les médias, HMS, que nous avons eu avec la coopération du Royaume du Maroc, nous permet d'enregistrer et les services techniques relèvent au quotidien ce qu'ils ont observé et le travail technique se fait et le conseil, lorsque ce travail technique remonte, arrive prend ses responsabilités et il peut en ce moment, s'il estime effectivement que l'esprit de la loi électorale et de cette décision-là a été violé, interpeller le média en question. Parce que ici, le problème qui se pose, il y a deux volets par rapport à cette situation. Il y a l'impératif donc pour l'État de continuer à fonctionner normalement, même si nous sommes en période de pré-campagne, 90 jours précédant l'ouverture officielle de la campagne. L'État doit continuer à fonctionner. Ça, c'est le premier impératif. Le second impératif ici, c'est de dire que le Conseil supérieur de la communication ne peut pas véritablement énumérer en amont
tout ce qui peut être fait et tout ce qui ne peut pas être fait, au risque donc de méconnaître sa propre loi, les attributions ou sa compétence matérielle. La loi lui dit que lorsqu'il y a des éléments qui sont portés à sa connaissance, suivant ses propres observateurs, il agit, le Conseil supérieur de la communication, a posteriori pour interpeller et dire quel est le manquement ici qui est en cause. Et deuxièmement, pour revenir un peu sur ce que M. Ouedraogo disait tantôt, quand je m'en réfère à ce qu'il disait par rapport aux 90 jours qui semblent trop longs, parce que véritablement, les 3 semaines affectées à la campagne, c'est véritablement dérisoire par rapport à tout ce qu'on peut être amené à faire sur le terrain, à défendre sur le terrain, parce qu'on n'a plus le temps de trier le bon grain de livret et tout. On peut être d'accord avec lui, parce que quand on regarde la pratique, avant que la loi CNT ne vienne délimiter ou ne vienne fixer cette période de pré-campagne à 90 jours, les décisions du Conseil supérieur de la communication, si je me rappelle bien, donnaient un temps de 45 jours. 45 jours, ça, c'était pas une loi qui le disait, mais c'est la pratique, l'observation donc par rapport donc aux autres pays voisins, que nous nous sommes rendus compte que, voilà, l'exemple par exemple du Bénin a été pris pour nous permettre en son temps de légiférer sur cette question-là, mais de fixer 45 jours. Maintenant, si le législateur est venu fixer ce délai à 90 jours, nous sommes obligés d'appliquer la loi, comme diraient les juristes. La loi est dure, mais c'est la loi. Nous sommes conscients de ce que la loi a ses limites, peut avoir ses limites. Mais en attendant, il faut l'appliquer. Monsieur Zoundi, voilà, merci. Un exemple concret est pris par Bourahima. On a besoin de votre point de vue là-dessus. Voilà, je pense qu'en dehors même du contenant, qu'il faut mettre dans le contenu campagne déguisée, la question objective que tout analyste politique diligent et prudent peut se poser est la suivante. À qui profite la couverture médiatique d'une campagne gouvernementale ou d'une action d'une institution avant les campagnes? Naturellement, au pouvoir en place. Parce que nous ne sommes pas dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale où des membres de l'opposition sont dans le gouvernement. Nous sommes dans le cadre d'un gouvernement de large ouverture. Et je concède la bonne foi au Conseil supérieur de la communication, qui s'est ouvert naturellement de mon point de vue entre deux dilemmes. Soit faire le black-out total entre tous les acteurs politiques, ou soit ouvrir les vannes et laisser se livrer à une foire d'empagne, bien sûr conformément à la loi. Et elle a opté, dans le souci également de permettre aux institutions de fonctionner, au gouvernement de fonctionner. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Est-ce qu'on peut parler d'égalité entre des acteurs politiques qui ne sont pas dans une situation identique? Voici la véritable question. En 2015, au moins, le président de la transition n'était pas candidat à sa propre succession. Les membres du gouvernement ne peuvent pas, conformément à la charte de la transition, être des candidats. Donc, de mon point de vue, entre faire le blackout et ouvrir les vannes, de mon point de vue, toujours dans le cas des spéculations, parce que je ne suis pas le Conseil supérieur de la communication, je n'ai pas l'intention de... Mais sur l'esprit, vous avez le droit d'intervenir. Voilà. Je vais dire, moi, j'opte pour la deuxième option. C'est-à-dire ouvrir les vannes et permettre à tout le monde de pouvoir mener les débats et laisser le citoyen choisir dans l'intimité de sa conscience. Et qu'est-ce que vous faites de la loi? Bien sûr, je parle dans le cadre d'une ultérieure réforme. Okay. Mais pour le moment, je dis, de mon point de vue, dans l'esprit de la loi, on ne peut pas, conformément au règlement, l'article 6 qui permet au président du FASO d'avoir accès aux médias, non, au président du FASO, oui, président du FASO, 7 ou 8 institutions, membres du gouvernement, s'ils ne sont pas candidats, il n'y a pas de problème. Mais quand ils sont candidats, naturellement, ça cause problème. C'est pourquoi je pense que il faut tout interdire. Il faut tout interdire. Parce que, quoi qu'on dise, quelqu'un qui est candidat et qui mène une action politique pour le compte de son gouvernement ou d'une institution, naturellement, implicitement, reçoit du bonus comparativement à ses adversaires. On ne peut pas dire qu'ils sont sur le même pied d'égalité par rapport aux élections. Il y a une jurisprudence de 1994 en matière administrative qui dit on ne peut parler d'égalité des chances que lorsque nous sommes dans une situation identique. Madame Yamego, sur l'intervention de M. Zoundi. Qu'il fallait tout interdire. C'est une appréciation que M. Zoundi fait. Ça n'a pas été celle du Conseil supérieur de la communication.
cette interprétation s'est appuyée sur la nécessité que nous avons trouvée, donc de permettre quand même que l'activité gouvernementale, au nom donc du principe donc de la continuité de l'État, puisse continuer à se mener. Maintenant, si d'aventure, on se rend compte que il y a cet aspect donc de la publicité autour donc des actions du gouvernement qui peut être assimilé à une propagande avant l'heure. Le Conseil supérieur de la communication peut toujours intervenir. Et du reste, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Conseil supérieur de la communication intervient toujours a posteriori. Et quand il intervient, ces décisions aussi sont susceptibles de recours devant les juridictions. Donc, véritablement, je ne vois pas, il n'y a pas comme si le jeu, il est plié, il n'y a plus rien à faire. Non. Le Conseil supérieur de la communication a donné son interprétation de la question par rapport donc à une situation où le législateur a entendu se décharger sur lui. Si le législateur met des garde-fous, donne d'autres précisions qui permettent au Conseil supérieur de la communication de faire mieux son travail, nous serons tous dans cette dynamique-là parce que, quoi qu'on dise, notre rôle ici premier, ce n'est pas de restreindre la liberté des uns et des autres, surtout pas la liberté des médias, mais c'est de promouvoir la liberté d'expression. Maintenant, si d'aventure, il n'y a pas ces éléments, l'interprétation, comme il a dit, nous on a interprété en fonction donc de ce que nous avons sous la main. Cette interprétation peut avoir des limites, mais c'est une interprétation de bonne foi qui permet quand même que toutes ces personnalités, fût-elles publiques, qui vont agir dans le cadre de leur activité, ne puissent pas utiliser le sceau, les moyens et voilà tout ce qui entoure les biens de l'État pour battre campagne. Du reste, ça c'est un fait qui est puni même par le code électoral. Donc toute personne qui a intérêt peut saisir le procureur du Faso. Okay. Quand il s'agit des médias, ça c'est le Conseil supérieur de la communication se cantonne donc à son domaine d'action qui est donc les médias et le contenu donc de la publicité, le contenu de la publicité faite par les agents de publicité. Mais pour le reste, l'observateur, celui qui va se rendre compte de ce que le jeu politique, il est faussé, alors qu'il y a cette garantie que le législateur a voulu donner, cette égalité de chance entre les candidats, peut saisir les juridictions. D'accord. Vraiment, Ouedraogo, sur l'égalité de chance, justement j'ai comme l'impression, et en suivant effectivement l'historique fait par M. Zondou tout à l'heure, effectivement, la loi est venue pour régler un problème. Ça, il ne faut pas nier. Il y a un problème qui existait, et qui est effectivement qu'à un moment donné, ceux qui étaient au pouvoir, effectivement, abusaient de leur position et de leur accessibilité aux médias, surtout publics, pour se mettre dans une position de campagne avant l'heure, tout en ne permettant pas aux opposants de pouvoir avoir accès aux mêmes espaces pendant la même période. C'est ça qui fait effectivement que les gens avaient interpellé sur la nécessité effectivement de créer les conditions d'équité entre tous les acteurs. Malheureusement, en voulant créer ces conditions d'équité, on a comme l'impression que la loi a renforcé l'inéquité en créant les conditions justement pour que ceux-là dont on voulait réduire la forte propension à occuper l'espace puissent continuer à garder l'espace, mais là légalement, alors que là avec une base légale par rapport à ceux qui n'avaient pas accès. Parce que quand vous regardez le problème, c'est quoi? Quelle différence on peut faire entre un discours, même si on ne dit pas votez moi, et quelqu'un qui est candidat, quelqu'un qui fait un discours pour dire voilà ce que j'ai fait pour votre bonheur. Mais quand même, il n'y a pas meilleur appel à voter pour moi qu'un tel discours. Deuxièmement, quand vous dites au nom du principe de continuité de l'État, je suis d'accord. Mais les activités politiques continuent dans la même période. Si on peut interdire la couverture des activités politiques, le gouvernement peut bien fonctionner en dehors des médias. Sans problème, pendant les 90 jours. Le président du Faso peut faire ses activités sans les médias pendant les 90 jours. Ça ne pose pas de problème, puisque l'État continue de fonctionner. Le problème, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas médiatisé. Et on peut arriver à ce niveau-là. On vous accuse aussi peut-être de réduire même l'autre camp au silence et de faire la part belle au parti au pouvoir. C'est comme ça que les choses sont vues, parce que finalement, comme dit Brahima Ouedraogo, le pouvoir a un cadre légal pour agir, et de l'autre côté, parce qu'avant, on pouvait utiliser les moyens de l'État pour faire sa campagne, mais au moins de l'autre côté, avec les moyens du bord, on pouvait aussi exister dans les médias. Sauf que là,
on n'a plus la possibilité d'exister, pendant que de l'autre côté, on peut exister sans problème. Ici, je pense que ça, c'est une avance naturelle des choses. Ce n'est pas que c'est le Conseil supérieur de la communication qui vient donner cette avance à ceux qui sont déjà aux affaires. Quand on est aux affaires, quoi qu'on dise, on travaille. Même si la médiatisation ne vient pas par la suite, on peut être amené à poser plus d'actions que ceux qui ne sont pas aux affaires. Ça, ce n'est pas véritablement le fait de quelqu'un. Oui, ça c'est ce qui est posé, mais là on parle de l'exposition aux yeux du public. L'article 8 de la décision dont nous sommes en train de parler dit clairement que les activités du gouvernement entrant dans le cadre strict de leurs attributions continuent de bénéficier de la couverture des médias. Ici, l'interprétation, tout va aller dans ce qu'on appelle ici, entrer dans le cadre strict. Dans le cadre strict de leur fonctionnement, de leurs attributions habituelles. Maintenant... Un ministre de l'Éducation qui fait une tournée de visite d'infrastructures scolaires qui ont été réalisées dans le cadre du programme présidentiel, c'est dans le cadre strict de sa mission. En ce moment, est-ce que c'est au CSC de demander au ministre de ne pas aller visiter ou... Sauf que de l'autre côté, ça fait exposition. Bon, ici, véritablement, je pense que l'interprétation, telle que nous l'avons voulu, c'est pour permettre d'un temps soit peu, de créer l'équilibre que le législateur a voulu. Maintenant, en créant cet équilibre, il ne faut pas non plus les perdre de vue qu'il y a d'autres intérêts qui entrent en jeu. L'intérêt ici, c'est la continuité du service public. On est obligé de jouer entre les deux. Maintenant, si l'interprétation qu'a fait le Conseil supérieur de la communication de la loi n'est pas la meilleure interprétation qu'il faut, il appartient aux législateurs, il appartient à tout citoyen, il appartient à tous les médias, à tout intéressé, de saisir, comme il a dit, les instances qui peuvent permettre donc que cette situation soit résorbée et soit corrigée. Rien n'est figé dans le temps. La loi, ça évolue en fonction de... Voilà. Ceux qui estiment que ce n'est pas la bonne interprétation ont des instances exactement, recourir. Exactement. Wilfried Zoundi, sur la même question. Sur ceux qui estiment, on a vu, il y a des déclarations d'organisations de la société civile, des confrères aussi qui se sont exprimés, qui estiment que là, comme le dit Brahima, on a légalisé un camp, mais avant au moins, les gens de l'autre côté de l'opposition pouvaient exister, même avec les moyens du bord, sauf que maintenant, ils sont réduits au silence. Est-ce que c'est votre point de vue? Oui, je partage les points de vue. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, si par exemple le blackout concernait tous les acteurs politiques, il n'y aura pas de problème. Et là, au moins, on peut tirer un avantage politique. Le parti qui arrivera au pouvoir, dans l'hypothèse où c'est le parti au pouvoir, ne veut pas être taxé d'avoir une longueur d'avance et d'avoir vaincu sans triomphe et vaincu sans gloire. Ça, c'est un avantage. Deuxième avantage, il y a un argument juridique qui dit, en ce qui concerne l'interprétation, ce qu'on appelle les maximes d'interprétation qui concernent les textes de loi, qui dit qu'il est interdit de distinguer là où la loi n'a pas distingué. Pourquoi? Lorsqu'une loi est formulée en termes généraux, il est interdit à la personne qui l'interprète de restreindre la loi en y introduisant des restrictions et des conditions que la loi elle-même n'a pas prévues. Mais, vous parlez de conférences de presse, vous parlez de réactions, ça ne peut pas faire évoluer le droit. Je l'ai dit, elle a répété, déclencher le contentieux, le juge administratif ou le juge constitutionnel, qui est chargé de garantir les libertés individuelles et collectives, va placer les limites. Mais maintenant, c'est important de le faire. Parce que même récemment, dans le nouveau code pénal, cette assemblée a encore incriminé la campagne déguisée. Or, on dit le droit pénal est une interprétation stricte. Quand il est vague, c'est pour ouvrir à la porte à l'arbitraire. C'est pourquoi c'est important d'y s'y pencher. Mais, je le dis, les réflexions, les analyses, les interviews ne peuvent pas faire évoluer le droit. C'est la contradiction des opinions qui fait jaillir la lumière et qui permet maintenant au juge ou au législateur de prendre sa décision dans l'intérêt de la saine émulation du débat politique. Sinon,
pour finir par là, 90 jours après analyse, et on ouvre les campagnes, 21 jours pour les présidentielles, vous l'avez dit, 15 jours pour la députation et les municipales. Véritablement, de mon point de vue, à l'épreuve de la pratique, cette loi mérite quand même d'être rétoquée, de mon point de vue. Madame Yamiogo, réponse à M. Zondi. Je ne peux que m'aligner. Il dit deux choses. La première, c'est l'interprétation que vous faites. L'interprétation que nous avons faite, et je me répète, c'est une interprétation en fonction... Malheureusement, vous êtes obligé de vous répéter, voilà. puisque chacun vous interpelle. C'est pourquoi je reviens à vous pour créer aussi l'équilibre sur ce plateau, pour ne pas créer les déséquilibres dont on a parlé depuis longtemps. Nous avons dit que pour pouvoir prendre cette décision, c'était déjà permettre aux partis en présence, aux médias sur lesquels naturellement ça s'applique et les agences de publicité, de savoir déjà quelles étaient les limites donc, de cette période de 90 jours. Et de donner les grandes lignes de ce qui est faisable et de ce qui n'est pas faisable. Je suis d'accord avec lui qu'une interprétation déjà, interpréter déjà, en vouloir interpréter l'opinion, l'avis de quelqu'un, on peut s'éloigner de ce que la personne a voulu dire. Donc ça permet donc, comme il l'a dit, que notre interprétation, qui est celle que nous avons faite de bonne foi à l'heure actuelle, puisse être soumise à censure, puisse être soumise aux instances juridictionnelles de notre pays par toute personne qui y a un intérêt particulier, pour que véritablement il nous en soit dit quelque chose d'assez clair pour que nous puissions savoir sur quel pied danser. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre interprétation, il y a des voies que vous pouvez suivre. Qu'est-ce que vous répondez? Je prends déjà bonne note. Et j'ai dit ici déjà qu'au niveau de l'organisation professionnelle des médias, on était en réflexion sur comment effectivement faire face à cette décision. Et d'ailleurs, on a saisi quand même des juristes pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire en l'état. Peut-être qu'il va falloir... malheureusement, on l'a commencé au moment où la loi est déjà entrée en application. Donc, parce que ça surprit pratiquement tout le monde. En fait, c'est ça que je dis. La loi était là. On n'a pas fait de débat parce qu'on ne l'avait pas appliqué. Et une fois qu'on a dit qu'il faut l'appliquer, on s'est rendu compte effectivement qu'il y a un certain nombre de problèmes autour de l'application de cette loi. Mais je dis, effectivement, on a été pris de court, autant effectivement il faut qu'on se donne les moyens de faire en sorte que si on n'arrive pas à régler le problème au cours de cette année électorale, au moins que dans les années à venir, ce même problème ne soit pas posé. Et là, effectivement, c'est pourquoi déjà le débat est lui-même aujourd'hui important. Pour poser les questions et que l'opinion aussi puisse s'exprimer. Parce que là, on se rend compte effectivement qu'il n'y a pas que les médias qui se plaignent, il n'y a pas que les partis politiques qui se plaignent, il y a même des organisations de la société civile qui avaient sollicité cette restriction-là, qui se rendent compte à l'évidence que ce n'est peut-être pas la meilleure option et qu'il fallait peut-être revoir les choses. Donc nous sommes, c'est vrai, nous sommes face à une réalité qui ne nous arrange pas, qui a trop de contraintes parce que non seulement en termes de contenu, en termes en termes aussi de notre responsabilité même dans le processus électoral, on a comme l'impression qu'on est plus ou moins réduit aujourd'hui à faire les services minimums alors qu'on aurait pu faire beaucoup de choses. Et c'est notre matière aujourd'hui qui est la matière politique, une grosse partie qui nous est enlevée. Surtout sur la période. Donc, du coup, on tire les conséquences de ce qui est en train de se faire et on essaie de voir dans quelle mesure, si dans l'immédiat on ne peut pas régler le problème, au moins qu'à l'avenir, comme ils l'ont dit, ce n'est pas les débats, effectivement, ce n'est pas au niveau des débats qu'il faut rester, il faut aller plus loin en créant le contentieux. S'il faut reconnaître que les débats peuvent permettre d'éviter un certain nombre de choses. Les débats peuvent permettre, là où c'est intéressant au niveau des débats, ça peut effectivement réduire les conflits parce qu'au moins on s'exprime. Et là, effectivement, même si on n'est pas content, on a la possibilité effectivement de dire qu'on n'est pas content et peut-être ça réduit un certain nombre de choses. Voilà. Mais le plus important aujourd'hui, c'est effectivement qu'on apprécie à la fois la loi, mais au-delà de la loi, la décision du CSC, pour effectivement voir, peut-être qu'à l'avenir aussi, le CSC aussi, peut-être au vu des débats actuels, peut-être que s'il devait interpréter, l'interprétation pourrait changer. Donc, l'un dans l'autre, il faut qu'on revoie même avec les CSC, effectivement, pendant que nous y sommes,
Comment on avance sur cette question en attendant même d'aller sur le terrain du contentieux? La question justement qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'il faut tout jeter finalement? Parce que quand on voit l'historique que fait M. Zoundi, le débat qu'on a aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde veut voilà, qu'on jette peut-être le bébé avec l'eau de bain. Mais c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. La loi, elle est arrivée parce qu'il y avait un problème qui était posé. Il est même allé plus loin jusqu'aux recommandations du Collège d'État de 1999. Donc, en fait, c'est pour régler un problème que nous traînions depuis longtemps que la loi a été adoptée. Maintenant, est-ce que les dispositions telles qu'elles ont été prises, telles qu'elles ont été adoptées, c'est la meilleure formule? C'est peut-être là tout le débat. Donc, il ne faut pas aussi qu'on dise, il n'y a aucun problème, on peut tout enlever et puis on y va. Mais on regarde les choses en face, on dit, on a voulu régler un problème, mais peut-être qu'on a le plus fort et qu'il faut effectivement qu'on recadre un peu les choses pour les garder dans les proportions acceptables pour tous. Wilfried Zoundi, est-ce qu'aujourd'hui on se dit, bon, là on est allé trop fort, donc on fait un pas en arrière, ou bien on dit, on efface tout? Bon, c'est deux dilemmes. Il appartient au Conseil supérieur de la communication d'apprécier. Moi, de mon point de vue, comme on l'a tous dit ici, la question de la campagne déguisée, pour parler un peu comme les médecins, est une pathologie qui avait été diagnostiquée en ce qui concerne la bonne démocratie ici au Burkina Faso. Et cette disposition, à l'instar de l'article 68 terre, en ce qui concerne l'utilisation des attributs de l'État, en ce qui concerne les dons de t-shirts à l'effigie des candidats, tout cela participait de la lutte contre la corruption électorale et la compétition sur la base de l'égalité des chances. Mais si on se rend compte que la thérapie qu'on veut appliquer est en elle-même un facteur pathogène, je pense qu'autant ne pas l'appliquer. Ou bien, s'il faut l'appliquer, comme je l'ai dit, ouvrons les vannes et soit on empêche, on fait le blackout sur tout le monde. Là, on est sûr que nous sommes sur la place, sur une situation d'égalité, même si d'autres ont une certaine avance parce qu'ils occupent certainement certaines fonctions. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est-à-dire faire la part des choses entre le membre du gouvernement ou le président de décision, qui est lui-même candidat. Véritablement, on ne peut pas, dans ce cadre, dire, conformément à une jurisprudence administrative, qu'ils sont dans une situation d'égalité par rapport aux autres candidats. Parce qu'au-delà des médias, il y a aussi les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, et donc où le CSC n'a aucun pouvoir aussi. Malheureusement, la loi ne peut pas tout prévoir. Et même quand on parle de l'utilisation des t-shirts sous l'effigie des partis politiques, on a vu que les failles de la loi sont toujours exploitées. Voilà, les partis politiques portent des t-shirts ou des habits à la couleur de leur parti, parce que la loi n'a pas prévu cela. Donc, naturellement, que lorsqu'une loi est adoptée, bien sûr, ceux qui doivent l'appliquer également exploitent les failles de la loi pour pouvoir l'appliquer et ne peuvent pas être poursuivis pour ça. Vraiment, bravo. L'autre aspect qui est aussi dangereux dans le contexte actuel que nous sommes, c'est que aujourd'hui, les médias professionnels conventionnels ne sont plus seuls sur le terrain de la couverture, de la diffusion de l'information, surtout électorale. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux avec des partis politiques qui ont investi ces réseaux sociaux avec, si vous me permettez le terme, avec les boxeurs en dessous de la ceinture, et qui diffusent à longueur de journée un certain nombre d'informations, parfois le plus souvent manipulées. Et malheureusement, cette décision met les médias professionnels en retrait et laisse justement ces manipulateurs de l'information, en fait, laisse le terrain libre à ces manipulateurs de l'information. Donc, du coup, on va saouler les citoyens pendant 90 jours de faux messages et les médias n'ont pas la possibilité, effectivement, parce que si un parti politique va faire son meeting et raconte tout ce qu'il veut et ce qu'il peut faire, alors que peut-être que le leader n'a personne derrière lui, il n'a juste que quelques snipers sur Facebook ou je ne sais quoi. Et en fait, il peut donner l'impression effectivement d'être consistant. Or, s'il y avait un média professionnel sur le terrain qui regarde en termes de personnalité, en termes de qualité qu'il y a, ça réduit un peu les rumeurs. Or, aujourd'hui, il n'y a pas cette contradiction. L'espace est laissé libre cours à ces médias sociaux-là qui vont être les patrons
de la couverture des activités politiques durant ces 90 jours. Et malheureusement, il n'y a pas de possibilité de vérifier. Madame Yameogo. Alors ici, moi je dirais qu'il y a deux aspects dont il faut tenir compte. Il est vrai que cette compétence-là, le législateur n'a pas entendu la donner au Conseil supérieur de la communication d'intervenir sur le contenu donc, de ce que les réseaux sociaux, de réguler les réseaux sociaux. Ça c'est un fait. Mais ça ne fait pas non plus de cet espace-là un espace de non-droit. Quand on regarde la suite donc, de la loi électorale dont nous parlons ici, l'article 121, si je ne m'abuse, prévoit des sanctions allant donc d'une peine, d'une amende, d'abord de 500 000 à 1 million, d'un emprisonnement de 1 an à 2 ans, pour quiconque ne respecterait pas l'article 68 bis, terre jusqu'à quater, qui parle là-bas un peu de tout ça, tout cet ensemble-là, parle de la campagne déguisée, de l'utilisation des outils de l'État pour faire sa propre propagande, alors qu'on n'y a pas droit. Donc c'est dire que ça ne laisse pas non plus un espace de non-droit. Toute personne, toute parti politique, toute formation politique qui a intérêt, qui voit des choses sur les réseaux sociaux, qui se rend compte de ce qu'une campagne déguisée est menée sur un autre terrain, autre que celui donc des médias, peut saisir aussi les juridictions. L'espace n'est pas resté, n'est pas laissé comme ça et c'est un espace de non-droit. Si ce n'est pas exactement, le Conseil supérieur de la communication, il y a d'autres juridictions qui peuvent traiter de ces affaires où, voilà, comme il y a un camp qui peut mener les activités, il y a aussi, comme il est dit, je ne vais pas dire les boxeurs en dessous de la ceinture, mais des relais sur les réseaux sociaux, tout comme aussi l'autre camp, hein, l'opposition aussi, qui n'est pas interdit de mener des activités, qui aussi peut avoir des relais sur les réseaux sociaux et tout qu'on fait, il peut avoir des fakes, comme on le dit, qui pourraient intoxiquer les populations. Oui, ça c'est une autre conséquence également de l'application de cette disposition. Voilà, qu'on peut également prendre en compte, mais ce n'est pas également seulement les réseaux sociaux, il y a même les panneaux publicitaires dans la ville. Voilà, il n'y a pas de campagne politique, mais les panneaux publicitaires, autant pour moi, sont toujours illuminés par les images et les messages des partis politiques. Voilà. La loi a parlé de 90 jours avant le scrutin. 90 jours avant le scrutin, qui est différent de 90 jours avant l'ouverture officielle de la campagne. Okay. Donc, véritablement, jusqu'à l'heure actuelle, c'est comme si on n'est pas encore dans les 90 jours avant le scrutin. C'est ça qui fait qu'on peut toujours, au jour d'aujourd'hui, voir des panneaux publicitaires à l'effigie donc des partis politiques, des candidats, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le Conseil supérieur de la communication se donnera les moyens d'interpeller aussi les agences de publicité, les détenteurs de ces panneaux, par rapport au contenu de leur affichage, dans le délai que la loi leur interdit de faire la campagne déguisée. Merci à vous, Madame Séraphine Yameogo. Vous êtes conseillère au Conseil supérieur de la communication. Vous êtes venue débattre avec nous ce soir. Merci à Brahima Ouedraogo, qui est devenu le spécialiste de nos plateaux, puisque hier vous étiez là, donc directeur de publication du bimensuel Le Reporter et président de la Société des éditeurs de presse. Merci à vous, Wilfried Zundi. Vous étiez rapporteur de cette loi dont on a parlé ce soir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est fini donc pour Controverse aujourd'hui. Bonne suite de programme sur la RTV.